Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour ce panel intitulé Ossification, évolution ou mutation. Quel avenir pour le protocole Bitcoin? Donc, un peu comme on a fait juste avant, on va faire un petit tour pour que vous puissiez vous présenter chacun, même si Antoine, tu t'es déjà présenté. Bonjour, je m'appelle Antoine Riard et je travaille sur Bitcoin et Lightning depuis 2018 en tant que développeur. Donc, moi, c'est Abdel. Donc, j'ai travaillé dans la fintech pendant 8 ans. Ensuite, je suis entré dans les cryptos. D'abord par Bitcoin, ensuite puis sur Ethereum. J'ai travaillé en tant que Ethereum Core Developer pendant 4 ans. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille chez Starkware sur solution de Layer 2 ZK Rollup. Bonjour, pardon, je dois avoir une voix plus forte. Donc je suis un ancien dans Bitcoin, parce que je suis dans Bitcoin depuis 2011. J'ai fait des startups dans ce secteur, et aujourd'hui, c'est vrai que je ne fais plus grand-chose. Je suis influenceur bénévole, on pourrait dire. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, on va parler forcément de l'évolution potentielle de Bitcoin et de tout ce que ça pourrait apporter. Oui, je tenais mal le micro, pardon. Et donc, peut-être pour commencer ce panel comme il se doit, est-ce qu'on pourrait d'abord rappeler d'où vient ce besoin de scalabilité historiquement, à quel moment est-ce qu'on a commencé à en parler, et quelles ont été les premières solutions envisagées, et est-ce qu'elles ont été mises en place? Alors, très bonne question. J'allais dire que la problématique de la scalabilité, en fait, elle a toujours existé, puisque dès le lancement du white paper, dans le white paper, dans les posts sur le forum Bitcoin Talk, dès le départ, Satoshi, il avait prévu dans sa tête une méthodologie pour que Bitcoin scale massivement. Il le disait lui-même, bon, on pourrait s'envoyer un DVD sur Internet dans 7 ans, ça ne sera pas si dur, etc. Sans parler de est-ce que ça marche ou pas, mais il avait déjà planifié un peu toute cette évolution. Il voulait en faire une espèce de système de paiement global. Dans le white paper, il y avait des choses qui étaient liées à ça, pas qu'à ça, hein, notamment les SPV wallets, mais aussi tout le système de réduction de la taille de la block size en jetant les transactions inutiles, etc. Enfin, inutiles, ça c'est un débat. Mais voilà, donc c'est un débat qui a toujours existé et c'est une notion qui a toujours existé au départ. Ouais, je pense que c'est bien de revenir à ce point de vue. Dès 2008, quand Satoshi a publié le paper sur la mailing list des cypherpunks, une des premières réponses a été « c'est une belle idée, mais ça ne va pas marcher à l'échelle ». Et ensuite, on a eu à peu près tous ces débats-là qui sont restés dans le fond pendant 2010, 2011, 2012, 2013. Mais en fait, dès 2012, les gens étaient en train d'expérimenter avec les canaux de paiement, ce qui est Lightning aujourd'hui. Lightning n'est pas né comme ça de nulle part en 2015. Ça a été des améliorations progressives et les personnes qui ont itéré. Et les personnes avaient écrit des librairies pour ménager des chaînes de micro-paiement qui étaient moins évoluées que ceux de Lightning. Et ce, si ma mémoire est bonne, dès 2013. En fait, même au tout début sur Bitcoin Talk, je crois vers 2009-2010, Satoshi, il a dit, voilà, on peut faire ça comme protocole de canaux de paiement. Alors, c'était super basique, mais il avait décrit l'idée, comme il a fait avec les altcoins. Hein. La première altcoin, c'est Satoshi qui avait émis l'idée en parlant de Namecoin. Ouais, exactement. Ensuite, voilà, il y a eu les gens qui pensaient qu'on pouvait résoudre la scalabilité naïvement juste en augmentant la taille des blocs. Donc, il fait la fameuse guerre des small versus big blockers. Donc, ensuite, on s'est rendu compte qu'évidemment, ça ne suffit pas d'augmenter la taille des blocs. Parce que, notamment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En faisant ça aussi, on prend le risque de nuire à la décentralisation parce qu'on demande plus de puissance de calcul pour les nœuds pour être capable de maintenir le réseau. Donc, on se rend compte que ça ne suffit pas. Bien sûr, les limites arbitraires qui sont fixées dans le protocole peuvent toujours être challengées. Il y a eu des changements grâce à Segwit qui nous permettent d'aller un peu plus loin avec la séparation des witness data. Mais voilà, c'est un débat permanent. Alors moi là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que par exemple, je pense que le protocole Bitcoin tel qu'il est actuellement, par exemple, s'il y avait des blocs de 100 mégas, actuellement, il tournerait sans problème, tu vois. Bon, ça serait... Alors là, c'est un peu... On va refaire le débat small versus big block. Je pense qu'on parle de scalabilité. Il y a scalabilité en termes de nombre de transactions, mais il y a aussi scalabilité sur d'autres aspects ou dimensions qui sont la bande passante, l'utilisation de ton CPU, l'utilisation de la mémoire vive dans ton ordinateur. Et en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qui donne de la valeur, enfin, le fait d'avoir un réseau dans lequel il y a des milliers d'ordinateurs dans le monde qui refont les opérations est un des vecteurs qui font la sécurité de Bitcoin. Donc, quand on essaie d'améliorer une dimension, il faut toujours avoir à l'esprit les autres dimensions sur lesquelles on peut éventuellement dégrader. Et justement,
Je suis d'accord avec toi, mais justement, je trouve que, bon, je dis 100 mégas au hasard, mais 100 mégas toutes les 10 minutes, c'est d'un point de vue technologique un truc qui est aujourd'hui financièrement technologie accessible à 90%, 99% de la population sur la Terre. Est-ce que Tu tu as peux déjà- être en Thaïlande dans un bar de merde, avec un wifi de merde, 100 mégas toutes les 10 minutes, c'est pas délirant. Alors, Quoi. je pense que tu étais. Enfin, est-ce que tu as déjà regardé les taux de pénétration Internet sur des pays comme l'Afrique? Oui, bah bien sûr. Non, mais après, je suis d'accord. Tu pourras peut-être pas à 100 mégas lancer un nœud Bitcoin Core au milieu du Sahara, et si tu pourrais, probablement avec Starlink, tu vois. Donc, je suis pas d'accord avec toi, mais voilà. Est-ce que tu as regardé le coût d'abonnement de Starlink pour un utilisateur lambda? Non, mais je suis d'accord. La question, c'est quel besoin on a pour la décentralisation? Est-ce qu'on a besoin que ce soit possible de faire tourner le nœud Bitcoin Core sur le processeur du frigo avec une connexion toute pourrie? Moi, je pense que pour la décentralisation, il faut qu'il y ait un coût relativement accessible pour pouvoir lancer un nœud de manière incensurable, que ce soit sur le Darknet, soit dans un autre pays que la France, etc. etc. Et pour ça, tu n'as pas besoin que ça puisse tourner au milieu du Sahara. Tu as besoin que, voilà, globalement, dans la plupart de la planète, avec la plupart des configurations d'ordinateur ou de connexion Internet, tu puisses tourner quelques nœuds. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait 10 millions de nœuds. C'est-à-dire que Bitcoin n'a pas plus de valeur parce qu'il y a 10 millions de nœuds qui tournent que parce qu'il y en a 50. Il y a Si. besoin qu'il y en ait assez pour la résistance à la censure. Ah bah non, 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 là je suis pas d'accord parce que justement, le seul moyen de contrecarrer entre guillemets le pouvoir de capture de Bitcoin, c'est justement en ayant de plus en plus de full node, en ayant des gens qui se soucient vraiment de leur souveraineté et qui vont jusqu'à lancer un full node. Donc moi je pense que c'est très important parce que le risque c'est de se dire en plus si tu rajoutes au fait, tu dis oui en plus il y a la loi de Moore et ça va faire que s'améliorer et baisser en coût. Bon, un peu l'approche Solana qui est fine avec ça. Non, ça marche pas, on peut pas compter là-dessus. Il faut vraiment designer Bitcoin comme en temps de guerre parce que sinon il va être trop fragile au moment où peut-être les États-nations vont se réveiller et essayer de le détruire. Tu vois. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention où on met le curseur parce que le problème de Bitcoin dans ces débats, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière en fait. Tu ne peux pas juste facilement dire je reviens en arrière. En fait, tu veux pas parce que tu veux que tout soit rétrocompatible, etc. Donc il faut faire super attention. Chaque changement que tu fais a un impact potentiellement forever. Donc il faut faire attention où tu places le curseur, quoi. Et avoir une approche over conservateur, ça a du sens aujourd'hui pour moi sur certains aspects. Je suis d'accord que ça a du sens. Après, juste pour revenir, les blocs à 100 mégas, ça serait pas du Solana, faut être honnête 2 secondes. Non, bien sûr, ça serait, c'est pas comparable. T'es d'accord avec moi que sur quasiment tout le monde ici pourrait tourner un full node chez lui sans aucun souci, quoi. Enfin, exactement, mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu réalises que Bitcoin sert davantage aux gens qui ne sont pas desservis. En fait, parce que nous, limite, on est dans notre zone de confort, on est dans des gouvernements plus ou moins stables et on voit déjà le besoin de la self-custody et souveraineté. Donc imagine pour eux, en fait, limite, il faudrait optimiser pour eux plus que pour nous, si tu veux. Parce que c'est eux qu'on a encore plus besoin que nous. Et ouais, pour dire ce que dit, mais Bitcoin est déjà utilisé dans les zones de guerre. On va demander à des bitcoiners en Ukraine, ils n'ont pas forcément les mêmes conditions que nous on a. Oui, mais c'est pour ça justement que dès la création de Bitcoin, Satoshi il a prévu plein de moyens d'utiliser Bitcoin de manière trustless sans avoir besoin de tourner un full node. Les SPV Wallet, ça marche très très bien. Dans zone de guerre, je suis désolé, tu pars un SPV Wallet sur un téléphone qui est complètement trustless. Il faut être honnête 2 secondes. Le SPV, les attaques sur le SPV, alors on va pas faire un panel sur les attaques sur le SPV, mais le SPV, en tout cas en pratique, ça marche hyper bien. Moi, je pense même qu'en théorie, c'est extrêmement solide et qu'il y a une très très faible surface d'attaque. On peut en débattre, mais on va pas en débattre combien maintenant. de back-end SPV implémentent les dernières mesures anti-DOS de Bitcoin Core qui ont atterri en Non, mais septembre une 2022. mesure anti-DOS, c'est anecdotique. C'est comme si tu dis, ah, les serveurs web, ils marchent pas parce qu'ils n'ont pas la dernière mesure anti-DDoS. Les mesures anti-DDoS, c'est des trucs que tu rajoutes. Et Bitcoin ne vient pas de Hashcash et de tout justement l'étude sur les mesures anti-DOS à l'échelle d'Internet. Alors, si on parle des mesures anti-DOS, tu es d'accord avec moi que la structure du réseau de Bitcoin, c'est un réseau de peer-to-peer. Les réseaux de peer-to-peer, c'est étudié depuis longtemps. Et une de leurs propriétés, c'est justement que c'est extrêmement résistant aux attaques DDoS. Pourquoi ? Parce qu'il y a des algorithmes d'échange de voisins qui sont super efficients pour faire en sorte que si tu veux entourer un nœud Bitcoin spécifique et que ses voisins, ce soit que les tiens, c'est extrêmement difficile si tu n'as pas une super majorité mathématique du réseau, genre 99% des nœuds ou quoi. Je te mets au défi de prendre un nœud et toi, de remplacer tous ces voisins par les tiens, c'est-à-dire en créant plein de nœuds virtuels, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Les réseaux de peer-to-peer sont extrêmement résilients à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à les arrêter simplement. Ça part simplement du fait que tu as un algorithme de sélection de tes peers qui est déjà reliable. Et sur Bitcoin, aujourd'hui, comment on bootstrap le réseau ? Bah, en fait, tu vas... C'est vulnérable au monde. Bah oui, mais c'est la plus grosse... tu peux te faire avoir une Eclipse attaque très facilement quand tu bootstrap, en fait. Alors, je suis d'accord que le bootstrap, c'est un problème. Mais en l'occurrence, Bitcoin, comme c'est un réseau qui ne s'arrête jamais, il n'y a pas vraiment... Mais je suis d'accord que
le bootstrap du client que tu downloads, c'est effectivement un point d'attaque possible. Ça, dessus, je suis d'accord. De toute façon, mais il n'est pas résolu, ça change je rien. prends le défi, je prends le défi si tu veux. Après le. Ok. Et je voulais dire un point pour aller un peu dans ton sens, c'est-à-dire que le seul autre moyen pour ne pas augmenter les contraintes et pouvoir vérifier sur des petits devices, c'est justement le ZK. Justement, nous, on travaille, on en parlait avec Antoine hier, sur des moyens d'avoir des meilleurs light clients qui utiliseraient du ZK pour être capable de dire OK, je peux vérifier que les blocs sont valides avec une preuve ZK, et ça, tu peux le faire sur un très très petit device. C'est le pouvoir du ZK. Du coup, ouais. C'est vrai que le système de SPV avec la vérification via le Merkle Tree, c'est proche d'un système primitif de ZK. Enfin, même si c'est pas tout à fait du ZK, mais ça reste un système de vérification où tu as très peu d'informations pour vérifier. Enfin bref. Et donc, souvent, quand on discute avec, par exemple, des shitcoiners de Bitcoin, en fait, on arrive rapidement dans le débat de oui, Bitcoin, Bitcoin permet pas de scaler, permet pas de faire des smart contracts, etc. Mais comme vous l'avez indirectement répondu pendant cette discussion, au final, c'est cette non-scalabilité qui rend Bitcoin aussi fort qu'il est aujourd'hui, aussi décentralisé et aussi souverain. C'est une feature, pas un bug. Ouais. Et donc, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une évolution? Est-ce qu'on peut pas garder Bitcoin comme il est aujourd'hui et l'utiliser indéfiniment? Non, clairement pas. Non, Pourquoi? C'est évident que non. Si tu imagines vraiment aujourd'hui qu'un milliard d'utilisateurs utilisent Bitcoin aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit une stat marrante, je sais plus qui, bref, la stat, c'est Charles, oui, qui disait que en fait, si 1 milliard de personnes voulaient faire une transaction sur Bitcoin, ils pourraient en faire que 2 par vie, voilà, avec le débit de transaction aujourd'hui, donc évidemment que non. Et si on dit la solution c'est Lightning, en vrai non, parce que même 1 milliard de personnes qui veulent ouvrir un channel, ok, laisse tomber le nombre d'années qu'ils vont attendre avant de pouvoir faire leur micro-paiement. Donc non, évidemment que non. Maintenant, il y a évidemment une question sur la fréquence à laquelle on fait des soft forks et on fait des évolutions. Je suis extrêmement convaincu que l'ossification a des vertus et c'est sûr qu'il faut être très conservateur, prudent. Mais dans l'état actuel, non, Bitcoin n'est pas fini et il est vachement capturable aujourd'hui. Il ne faut pas être dans le déni. Il y a trop de Bitcoiners qui sont dans le déni, qui se complaisent à dire que Bitcoin est parfait dans sa forme actuelle. Absolument pas. En fait, c'est une course contre la montre. En fait, il y a 2 scénarios. Soit on se réveille avant les gens qui veulent détruire Bitcoin, ou soit c'est l'inverse. Mais là, si on a de la chance, entre guillemets, que les États-nations sont trop cons pour se réveiller aujourd'hui pendant qu'ils peuvent le détruire, mais s'ils voulaient, là, ça serait facile aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit dans la quête permanente de designer Bitcoin comme en temps de guerre pour gagner cette course, quoi. Moi, de manière surprenante, là, du coup, je ne serais pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que finalement, je commence à trouver que Bitcoin, tel qu'il a fait le choix stratégique, politique de s'ossifier et de rester hyper résistant et de ne pas, partir en mode full scaling et tout, ce que je pense tout à fait qui marche, mais ce n'est pas le débat. Je trouve que finalement, c'est cool parce qu'en fait, toutes les explorations, elles se sont faites ailleurs, elles se font sur Ether, elles se font sur Solana. Tu n'es pas d'accord, c'est exactement ce que je dis. Hein. Moi, je pense que Bitcoin n'a pas forcément besoin d'évoluer. C'est-à-dire que Bitcoin répond à un usage qui marche déjà aujourd'hui. Un usage de niche, alors. De niche ou pas, hein, c'est la réserve de valeur la plus incroyable qui existe sur la Terre. Mais ça, tu veux la mettre à disposition du monde entier ou pas? Mais oui, mais tu peux. Regarde, que tu peux ouvrir un wallet Coinbase, même si tu n'as pas un wallet. C'est-à-dire qu'indirectement, tu peux utiliser du Bitcoin sans avoir ton adresse. Un wallet Coinbase, ça compte pas, je suis désolé. Je suis d'accord, c'est pas la vraie utilisation propre. C'est pas l'utilisation. Mais pour l'utilisation de Store of Value, tu vois, quand le mec qui va mettre dans son portefeuille le wallet BlackRock, ça marche même avec des blocs à 1 méga, etc. Comme moyen de paiement, tu pourras pas. Ouais, de manière plus problématique. C'est dur de se dire que Bitcoin est quelque chose qui doit rester statique ou peut rester statique de manière définie. Parce que même si on prend les algos de cryptographie, il y a des avancées dans la cryptanalysis. Par exemple, pendant beaucoup d'années, les gens pensaient que SHA-1 c'était secure, et ça a été cassé dans les années 2000. Et peut-être qu'on va avoir des primitives de Bitcoin qui seront cassées dans les décennies à venir. En fait, c'est la menace des attaques quantiques, par exemple. En fait, au bout d'un moment, on sait déjà qu'on devra changer les algorithmes de signature qu'on utilise aujourd'hui. Parce que je pense que les algos quantiques, tels qu'ils sont théorisés, ils verront jamais le jour. Oui, mais tu vois, on disait la même chose de l'AI, on disait la même chose du ZK. Hein. La techno montre qu'elle arrive à avancer de manière exponentielle, il ne faut pas sous-estimer. Et quand tu designes un système en temps de guerre, tu veux prendre de l'avance, tu ne veux pas prendre trop de risques. Mais en vrai, si demain, il y a une faille critique, je ne sais pas, sur... alors, SHA-256, ça serait problématique. Mais mettons sur un autre truc, tu vois. IBM 160, ils en sont à 80 ou 90 rangs cassés. Hein. Ah ouais. Donc, ça se rapproche. Mais tu vois, s'il y a un truc vraiment critique, en vrai, on sait qu'en quelques mois, en quelques semaines, tout le monde se mettrait à jour, etc. Et là, les gens ne seraient pas à faire. Il faudrait que ce soit vraiment grave. Ils ne le feraient pas juste pour une petite attaque. Le scénario catastrophique, c'est une attaque sur les courbes elliptiques avec des attaques quantiques. Et là, on sait que tout est règle, quoi. Absolument tout est règle, quoi. Tous les bitcoins sont... Mais on devrait le voir arriver en avance quand même, parce que les on ne sait pas des trucs qui ne sont pas publics, tu vois. On sait pas, moi, je ne sais pas l'état actuel des choses qui sont dans le secret. C'est pas faux, c'est pas faux.
Et donc, selon vous, quelle direction est-ce que le protocole devrait prendre? Est-ce que c'est vraiment changer le code pour permettre des L2 ou changer le L1 directement? Moi, j'ai une vraie remarque, pardon, hein, pour le public. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on a fait la guerre des blocs, maintenant, je suis en mode, on peut laisser un méga. Est-ce que maintenant, il va y avoir des gens qui pensent que c'est bien d'augmenter aujourd'hui la taille des blocs sur Bitcoin, genre à 10 mégas, 5 mégas, etc. Tu veux faire un sondage? Ouais, levez la main ceux qui pensent que genre, il faut augmenter la taille des blocs sur Bitcoin et faire un hard fork pour ça, je suis curieux. Donc une personne seulement. Une personne, ok. Donc ça risque pas d'augmenter, je pense. Ah ouais, et dans le même genre, qui pense que du coup il faut implémenter des nouveaux opcodes, genre opcat? Ah, plus quand même. Ah ouais, quand même. C'est les quand même. shitcoiners qui se réveillent. Excuse-moi, je t'ai... Non, mais pas de souci. Et moi, je pense que Bitcoin, il pourrait rester comme il est, que c'est excellent. Mais vas-y, je te laisse. Alors moi, absolument pas. Là, s'il reste tel qu'il est aujourd'hui, il est mort. Enfin, on est mort dans le film. Mais donc toi, ce qui te motive pas le plus actuellement dans Bitcoin, c'est pas le phénomène de store of value. C'est tu voudrais que ce soit un usage système massif, de paiement, évidemment. en mode comme ce qu'on a peer-to-peer sur cash, Starknet ou sur Solana, etc. Mais en layer 2, etc. Bah, sa promesse d'origine. À la base, avant d'être un store of value, c'est surtout un système de peer-to-peer cash, etc. C'était la promesse. Ouais, exactement. Donc moi, je suis attaché à cette promesse-là. Banked, unbanked, etc. Je pense que c'est super intéressant, basiquement, de redonner la souveraineté aux individus, mais au-delà même du store of value, leur donner accès à des moyens financiers, etc. L'accessibilité, l'inclusivité. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, juste techniquement. Alors, dans quelle direction? Bon, improvement permanent sur le code, mais sans nécessité de soft fork, évidemment, de rajouter des tests, de la sécurité, du fuzzing, des audits, ça c'est en permanence et ça s'arrêtera évidemment jamais, comme tout protocole. Au niveau des soft forks, je pense qu'il y a des choses qui manquent quand même autour de la privacy, etc. Et évidemment la scalabilité. Donc si on peut avoir... En fait, je suis partisan du plus petit dénominateur commun qui peut nous donner un maximum. En gros, maximiser ce qu'on peut faire avec un minimum de changements. C'est juste ça. Je ne dis pas qu'il faut faire beaucoup de changements. Je dis juste, s'il y a des petits changements qui sont maîtrisés, qu'on arrive à prouver qu'ils sont safe, secure, etc., et qui nous donnent des bénéfices, bah, je pense qu'il faut vraiment les considérer. Donc essayer de maximiser ce qu'on peut faire avec un minimum de changements. Il y a eu ces discussions historiques sur Bitcoin avec les confidential transactions en 2015 ou 2016, où il y avait cette idée de rajouter des Pedersen commitments au niveau du script pour pouvoir camoufler les montants qui sont échangés à chaque transaction. Et ça, je crois que ça a été implémenté sur d'autres cryptos comme Mimblewimble. Mais il y a eu ces discussions pendant longtemps, pendant quelques années, parmi les experts techniques sur est-ce qu'on devrait rajouter des Pedersen commitments en premier lieu pour ajouter de la confidentialité, Pedersen commitment qui permet de faire des tokens ou de jouer avec les scalaires en tant que... Nous, pour la petite histoire, ça nous aurait bien aidé parce que donc maintenant on est passé à Poseidon, mais en fait Starknet historiquement on utilise Pedersen justement dans la partie ZK, donc nous ça nous aurait bien aidé. Donc maintenant on est passé à Poseidon qui est aussi une hash function qui est ZK friendly, mais oui, ça aurait pu débloquer des choses. Mais alors, d'ailleurs, ils ont lancé une blockchain, il me semble, les mecs qui étaient à fond là-dessus et qui voulaient implémenter ça sur Bitcoin, non? C'est ce que tu disais, non? Mimblewimble. Oui. Et donc, quelle solution, pour parler plus dans le détail, quelle solution vous ferait plus de sens? Donc, Abdel, tu viens de parler d'Opcat. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la solution ou c'est juste parce que c'est dans le cadre de ton travail ou il y en a d'autres qui t'intéressent? Non, moi je pense que c'est l'une des solutions. Je ne dis pas évidemment que c'est la seule. Et je suis clairement partisan d'explorer les autres changements qui peuvent marcher avec le statu quo. Hein. Donc, tout ce qui est BitVM et les variantes de BitVM, je suis évidemment pour. Hein. Si on peut avoir des choses qui sont mieux que le statu quo sans changement, évidemment qu'il faut y aller. En fait, il faut explorer le plus de chemins possible en parallèle. Mais il s'avère qu'en fait, moi, ce que j'aime bien avec Opcat, par exemple, si je le compare à d'autres proposals qui ramènent juste les covenants, c'est qu'en fait, après, bon, c'est à double tranchant, mais en gros, si on a un changement qui peut donner des covenants et d'autres choses intéressantes versus un opcode qui peut donner juste les covenants, techniquement, il y a un peu plus de justification de le pousser. Et en plus, il y a plusieurs proposals de covenants différents, etc. Donc, c'est difficile à trancher lequel. Mais quelque chose qui existait déjà, qui est petit, qui est assez maîtrisé en surface d'attaque et qui nous donne autant de bénéfices, bien sûr, ça mérite de l'analyser, etc., pour vérifier qu'il n'y a pas de danger, mais franchement, ça paraît être de plus en plus, je dirais pas évident, on n'en est pas encore au stade d'évident, mais au moins, on sait qu'on est au stade de... Techniquement, on a prouvé que c'est ce que ça donnerait, parce que c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la théorie, on a prouvé que ça donnerait des choses. Maintenant, si c'est safe, franchement, pour moi, ça devient quand même super intéressant.
Moi, j'aurais tendance à tout à fait te croire. Après, je pense que vous allez mettre extrêmement longtemps, même si c'est vrai, à convaincre toute la communauté Bitcoin. Parce que même un soft fork, le système de consensus sur Bitcoin, que ce soit dans Bitcoin Core ou en dehors, et c'est bien. Hein, c'est une feature, c'est une feature. Aujourd'hui, c'est vraiment une feature. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas comme ça. Satoshi Nakamoto, il changeait un truc, ils étaient 3. Maintenant, c'est une feature, on est d'accord. Mais ouais. Mais alors, j'aurais tendance à te faire confiance. Je pense, alors, déjà, surtout les opcodes qui ont été enlevés par Satoshi, il y a eu une première expérience, je crois, en 2014-2015 sur des sidechains d'essayer de les réactiver. Il n'y a pas eu beaucoup de use cases qui ont été construits, mais il y a eu des expériences techniques. Et aussi, si on prend les changements de consensus qui ont lieu sur Bitcoin, si on prend quelque chose comme Taproot, Taproot, ça améliore Bitcoin sur plusieurs dimensions. Il va y avoir la confidentialité, il va y avoir la réduction du witness pour dépenser le script de verrouillage. Si vous écrivez le même script en SegWit et le même script en Taproot, les deux font la même chose de manière logique, sur un Taproot va être potentiellement plus petit en fonction de la branche qui s'exécute. Et donc, moi, mon point de vue, c'est en fait tout changement, idéalement, on aimerait que ça améliore sur plusieurs dimensions, en fait, et d'avoir un peu cette idée de pas seulement. Donc, tu es d'accord avec ce que j'ai dit sur les covenants, et si on a un proposal qui donne à la fois les covenants et autre chose, plutôt qu'un changement super spécifique? C'est un peu alors, pour repartir de Taproot, donc quand Taproot a été déployé en 2021, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, 2-3 mois après, on s'est rendu compte qu'on aurait bien aimé pouvoir inspecter le point sur la courbe qui sert de clé interne à Taproot pour pouvoir créer d'autres protocoles de seconde couche, ou pour pouvoir enlever des personnes qui font partie du jeu de signataires de Taproot. Donc en fait, vous ne designez pas un opcode dans l'absolu et de manière distincte, mais toujours avec cette idée de composabilité, avec comment il va être interprété si vous le chaînez avec d'autres opcodes ou d'autres mécanismes du consensus, et aussi quel type de protocole de seconde couche vous pouvez créer à partir de cette primitive. Et que faudrait-il faire du coup pour que ces covenants soient activés? Si vraiment, donc vous avez l'air de dire qu'on en a besoin, en tout cas c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Est-ce qu'il y a une roadmap qui va être mise en place ou comment est-ce que ça va se passer? Non, il n'y a pas de roadmap. L'idée c'est le moins de gouvernance possible, le mieux. Mais bon, ça c'est en théorie. Après, ça passe par des discussions, des échanges, des débats. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il faut revenir dans le débat d'idées, être rationnel, ne pas avoir des peurs irrationnelles, savoir ce qu'on veut et juste étudier ça. Mais c'est ça, en fait, comme tu disais, hein, c'est vraiment une feature. Hein, le fait que ça soit pas facile de faire un changement, évidemment que c'est ce qui donne de la valeur à Bitcoin. Hein. Si on résume, si on extrapole au maximum, ce qui donne la valeur d'un système décentralisé, c'est entre guillemets le layer social. Et c'est ça, parce que c'est la seule chose qui va protéger les corps, les principes fondamentaux de Bitcoin. Donc en fait, ça passe par de l'éducation des gens sur l'importance de la self-custody, la sécurité, etc. Donc il faut que les gens participent au débat. En fait, nous, on invite les gens juste à participer au débat et prendre une position. On ne dit pas, on veut que vous convaincre qu'il faut Opcat. On dit juste, ça vaut le coup de s'y intéresser. Si vous êtes contre, c'est très bien. Venez participer au débat, venez à la table, quoi. On veut un maximum de gens. D'ailleurs, j'en profite, ce que tu as dit me fait penser à quelque chose. Il y a aussi, par exemple, Rusty Russell qui travaille sur un projet qui s'appelle GSR, donc le Grip Script Restoration Project. Donc lui, il ne veut pas juste réactiver Opcat, mais réactiver la totalité de ces opcodes que Satoshi avait désactivés. Il est en train de faire des choses super intéressantes, notamment à réfléchir à la structure de coûts et de voir peut-être de se dire qu'il y a certains opcodes qui demandent plus de calcul que d'autres, etc. Parce qu'en fait, le modèle de frais sur Bitcoin, il est très rigide, en fait. Il est juste basé sur la taille de ton script. Mais en fait, il n'y a pas totalement une corrélation directe entre la taille en nombre de bytes d'un script et ce qu'il représente en puissance de calcul, parce que tu peux avoir des opcodes qui techniquement sont plus gourmands. Hein. Clairement, il y a des opcodes, évidemment que check-in signature, ce n'est pas la même chose qu'une addition. Mais bon, dans le cas de la signature, c'est pris en compte. Donc on prend en compte, on sait que de toute façon, s'il y a une vérification de signature, il y a forcément le nombre de données de la signature qui va être présent dans la transaction, donc il sera indirectement compté. Mais bref, lui travaille sur réfléchir, faire des simulations, etc. Donc en fait, il faut venir sur du concret. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est difficile, c'est le côté de confiance par rebond, parce qu'évidemment que c'est des sujets complexes, et il y a des experts qui réfléchissent sur le sujet, donc je peux comprendre que, admettons, quelqu'un qui n'est pas capable de juger, il va devoir se reposer sur quelqu'un d'autre à qui il fait confiance, etc., par rebond.
Mais voilà, donc je pense que c'est sain qu'on soit dans ce mode-là. Pour partir un peu sur l'exemple de Taproot, cette idée de faire une mercurialisation du script, les premières discussions, je pense, ont eu lieu sur bitcointalk.org en 2012-2013. Et ça a mis des années avant qu'il y ait plusieurs propositions en compétition, parce qu'il y en a eu plusieurs pour cette idée de Mast. D'un côté, il y avait Taproot tel qu'on connaît aujourd'hui, mais de l'autre, il y avait aussi l'idée de Op Merkle Branch Verify et d'avoir une forme un peu moins template et un peu moins contrainte pour offrir plus de flexibilité aux gens qui créent des cas d'usage de seconde couche ou des applications. Et donc, 2018, on a vu une première proposition un peu sur la mailing list commencer à être discutée, implémentée, réimplémentée en Python. Ensuite, on a eu 2019, ce qui était assez, je pense d'un point de vue robustesse, design des propositions robustes. On a eu cette expérience d'avoir des propositions qui ont été discutées dans des débats en ligne, ouverts sur IRC, qui avaient été annoncés à l'avance, où n'importe qui dans le monde pouvait venir et poser des questions aux auteurs de la proposition, pour voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les comparaisons par rapport à d'autres approches. Donc ça a pris du temps. Ensuite, il y a eu quelques modifications suite à toutes ces discussions des propositions elles-mêmes, par exemple X-only pubkeys, ou des cas d'usage, ou la façon dont les algos de digest des signatures commit ce qui est signé dans la data. Ensuite, il y a eu du temps entre avoir le code technique et l'implémenter sur des réseaux testnet, les réseaux testnet de Bitcoin Core. Les gens ont mis du temps à refactoriser la codebase pour qu'elle soit claire et pour que les nouveaux codes Taproot s'intègrent de manière plutôt, ça s'intègre de manière soutenable au long terme, pour que les coûts de maintenance restent, pour les développeurs, pour les coûts de maintenance restent bas. Et ensuite seulement, on a eu tous les débats d'activation, enfin le code qui a été review, mergé, faisé, unit testé, etc. Et ensuite, on a eu toutes les discussions d'activation, expeditrial. Mais je pense qu'il faut garder en tête les échelles de temps en général sur lesquelles se font les débats de discussion sur tout ce qui est consensus. J'ai une question pour toi, Antoine. Toi, t'en penses quoi de Opcat, du coup, vu que déjà t'es en tant que Bitcoin Core développeur? Déjà, on me posait la question en interview Okay. hier sur tout ce qui est quand on dit que Intel est contributeur Bitcoin Core, développeur Bitcoin Core. On est tous des contributeurs en sens, il n'y a pas de. Le développement de Bitcoin reste quelque chose d'assez chaotique, ce qui n'est pas plus mal. On n'a pas tous ton niveau technique, c'est ça que je veux dire, tu vois, parce que. Comme. J'ai combien de temps? 8 secondes. Je rigole. Vas-y, excuse-moi. Non, je pense que ça a été soulevé pendant une question de ton talk Abdel. C'est est-ce qu'on pourrait éventuellement, en le recomposant avec d'autres opcodes, nuire à des applications déjà déployées ou à d'autres cas d'usage qui sont déjà déployés. Et en fait, si tu avais Opcat en 2010-2011, dans lequel il n'y avait rien, il n'y avait pas de protocole de seconde couche à l'époque. Maintenant, si tu veux, on commence à avoir plein d'applications sur Bitcoin. Et si tu actives quelque chose qui peut casser un autre cas d'usage, en fait, on en revient un peu à ces questions de comment on concilie des cas d'usage de seconde couche qui ont peut-être des incentives économiques différents. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Ouais, effectivement, il faut être très prudent sur les surfaces d'attaque, etc. Encore une fois, c'est pour ça qu'on veut accélérer la recherche à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre conscience, c'est que, admettons, même si Opcat était activé, le fait de l'utiliser resterait opt-in. Rien ne vous obligerait en tant qu'utilisateur à utiliser un script qui a Opcat. Par contre, là où tu as raison, c'est effectivement, s'il y a un bug dans l'implémentation de Opcat lui-même, là, c'est un danger pour le réseau. Donc maintenant, évidemment, les bugs de l'époque ont été corrigés, comme je l'ai dit, et en vrai, sur ces 9 lignes de code qui sont ultra maîtrisées, c'est assez peu probable. Donc ça, c'est le plus grand danger, parce que ça, c'est un risque systémique qui peut impacter tous les nodes. Après, il y a le danger de la composabilité avec d'autres choses, mais là, il est plus local, ce danger. Je veux quand même préciser ça. Ce n'est pas la même chose qu'un risque systémique, parce que rien ne t'obligerait, dans un cas échéant, à utiliser des scripts qui mélangeraient Opcat et qui résulteraient sur quelque chose de dangereux. Donc, dans un cas, on est sur un risque systémique versus un risque localisé, où moi, en tant qu'user, je suis en opt-in. Donc toi, si je comprends bien, toi, c'est vraiment la partie sécurité qui est cruciale pour toi, mais tu n'es pas en mode, tu te dis, oui, ça permettrait de débloquer des use cases que moi, je ne veux pas, ou des choses comme ça. Si on sort seulement de tout ce qui est consensus et script, en fait, tous les débats sur la fongibilité, non-fongibilité de Bitcoin qu'on retrouve, on les a déjà aujourd'hui avec les ordinals. Et en fait,
life finds the way. Dans le sens, les gens trouvent des techniques, les gens trouvent des tricks, trouvent des hacks pour porter leur cas d'usage. Et de plus en plus, on le voit sur Bitcoin. Donc, il n'y a pas... D'un point de vue sur Shannon et information théorique, en vrai, c'est que les cas d'usage, tu peux toujours les réémuler sur Bitcoin d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins hack et pas forcément avec les mêmes assumptions de sécurité. Ouais, après, c'est vrai que ce que tu viens de dire un peu, je trouve que ça se rapproche un peu de l'idéologie. Bon, bah, de toute façon, on peut juste mettre un hash, des variations de hash pour faire du ZK ou d'autres choses, et tout faire un peu à côté, entre guillemets, mais je sais pas. Par exemple, moi, tout ce qui est défi sur Lightning, j'y crois pas du tout. Alors, je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais pourquoi? Parce que je pense que le protocole de Bitcoin, déjà, il est trop simple pour faire des choses solides au-dessus et tout. C'est-à-dire que tout le système des channels et tout, il est super lourd à maintenir, il est super lourd à entretenir. Comme disait Abdel, je suis d'accord avec toi. Personne va run son full node Lightning, quoi, concrètement, à part des geeks, quoi. Mais ouais. C'est un peu sur quand par exemple on prend le kernel et Linux. Ça a mis combien de temps entre avoir les premiers kernels Unix, Linux dans les années 80-90, est-ce qu'on ait quelque chose comme Android qui marche bien de manière conviante sur de l'hardware partout dans le monde? Ouais, mais c'est pas pareil parce que Linux, les mecs, ils pouvaient faire n'importe quoi, casser, repatcher, etc. Alors que Bitcoin, si tu veux, on fait. Oui, je suis d'accord que c'est dangereux quand même. Surtout aujourd'hui, au départ, tu pouvais quand même, tu vois, avant que ce soit utilisé en production pour tous les serveurs du monde et toutes les boîtes du monde. Au départ, c'était. Oui, et puis là où tu as raison, la grande différence, c'est quand même qu'il y a un retour en arrière possible. Là où Bitcoin, il n'y en a pas. Tu peux, là, forquer, pour le coup, c'est facile. Alors, ceci dit, techniquement, il y a quand même un retour en arrière possible. Je prends un exemple absurde. Mettons, demain, toute la communauté veut des blocs à 100 mégas. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis, demain, tout le monde le veut. En fait, on se rend compte que les nodes marchent pas, que ça pose des problèmes et tout. En urgence, tu peux très facilement faire un soft fork. En soft fork, c'est extrêmement facile de repasser à 8 mégas, 10 mégas, 1 méga. D'ailleurs, le changement à 1 méga, c'était un soft fork à la base. Et les soft forks de taille des blocs, c'est parmi les plus faciles à implémenter, quoi. Parce que tu peux le faire juste au niveau des mineurs. Tu n'as même pas besoin de l'implémenter sur toute la, tu vois, sur tous les nodes. Tu as des soft forks qui peuvent se faire uniquement via les mineurs, et ceux-là, ils sont extrêmement faciles à implémenter. 3 pools qui se mettent d'accord avec les core dev, et c'est réglé, quoi. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est marrant, mais cette idée a été discutée, là, je pense, en 2021 avec CTV, où les gens se sont posés sérieusement la question si on devait faire pour les. Alors, c'est plus simple pour les scripts opcode que pour la taille des blocs, et de faire des soft forks qui périraient avec le temps, dans le sens que tu les déploies une première fois, tu les laisses vivre pendant 10 à 15 ans, et ensuite, au bout de 10 ans, il faudrait qu'il y ait une super majorité des mineurs qui continuent à signaler pour le support de l'opcode. Techniquement, c'est compliqué parce que tu commences à avoir plein de problèmes de déploiement avec les use cases qui sont déjà déployés, mais il continue à avoir un débat d'idées au moins sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'activation, de support, etc. Et ensuite, pour en revenir sur la question des légitimités des use cases sur Bitcoin ou pas, en vrai, dès 2010-2011, il y avait le script interpréteur. Il y avait ces possibilités de pouvoir faire des escrocs, de pouvoir utiliser les verrous temporels, etc. Et si Bitcoin était seulement une monnaie dans laquelle tu pouvais faire des transferts, ça aurait été plus simple pour Satoshi juste d'avoir les signatures, en fait. Et pas les hashlogs, pas tous les autres opcodes. Donc cette idée de Bitcoin plus que de l'argent, c'était déjà là dans le client. Et donc, dans les étapes que vous avez mentionnées pour arriver potentiellement à l'implémentation d'un opcode ou de Covenant, la dernière étape, je pense, qui est la plus importante sûrement, c'est l'éducation. Tu as mentionné l'éducation, Abdel. Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut arriver à éduquer les utilisateurs de Bitcoin ou les validateurs de Bitcoin sur un sujet aussi complexe que ça? Ouais. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie de ce genre de choses. Ça commence par là, mais aussi toutes les conversations informelles qu'on a à côté, etc. En fait, il faut que un peu l'idée se diffuse de plus en plus. Par exemple, des gens qui organisent des meet-up, inviter des experts de plus en plus pour débattre des sujets, En fait, il faut déjà trouver des gens qui sont plus ou moins pros, qui sont plus ou moins contre, qui sont neutres, etc. Et en fait, on est obligé d'avoir la diversité du spectre des opinions autour du sujet. Ça commence par là. Après, ça va être la création de contenu. Nous, par exemple, on essaye de documenter un maximum, créer des articles pour éduquer, non pas que sur la partie technique, mais aussi sur les autres aspects, sur les cas d'utilisation que ça peut débloquer, les choses comme ça. On espère aussi qu'on aura plein de candidatures sur les travaux autour de la sécurité pour montrer que c'est safe ou pas safe, est-ce que c'est dangereux ou pas. Mais ouais, c'est de la création de contenu, de la diffusion, des événementiels comme ça, peu importe des Twitter Space, des débats, tout public évidemment est tracé, documenté pour qu'on puisse avancer.
Alors, je sais pas, moi par exemple, à l'époque de la plupart des upgrades, l'ensemble de la communauté, je suis pas sûr qu'ils comprenaient tous les enjeux et les machins et tout. J'ai l'impression que c'était surtout les core devs qui maîtrisaient. Et il y a ce consensus qu'on fait confiance à la team des mainteneurs principaux de Bitcoin Core. Enfin, en tout cas, c'était comme ça un peu à l'époque. Alors, je pense que c'est quand même un peu toujours comme ça. C'est-à-dire que si demain, tous les core devs signaient une charte, ils disaient tel opcode est excellent, machin. Je dis pas que c'est ce qu'ils doivent faire, mais je veux dire, s'ils avaient un consensus entre eux, mais en général, il est très dur le consensus entre devs pour des trucs risqués, ce qui est logique, parce qu'il y a énormément de risques, etc. C'est les architectes de la maison, ils veulent pas qu'elle s'effondre, quoi. Mais moi, je pense que s'il y avait... Enfin, après, tu vois, pour les upgrades précédents, Taproot, franchement, qui maîtrise parfaitement Taproot dans la salle ici, je sais pas, levez la main ceux qui maîtrisent Taproot, je pense que vous n'êtes pas beaucoup, quoi. Voilà, bah, j'en vois 2. Donc tu vois, l'upgrade, elle s'est passée parce qu'il y a eu consensus des développeurs de Bitcoin Core au final. C'est parce que tout le monde a compris. Cette question, elle a eu lieu entre les développeurs. Une fois qu'il y a eu une forme de consensus technique sur Taproot, il y a eu des débats sur l'ERC sur et à quel point il devrait y avoir ce travail d'évangélisme, d'aller vers la communauté et pas seulement les 50, 100 personnes qui participent au développement Bitcoin Lightning et Covenant en général, d'aller dans les meet-up, de faire ce travail, et pas seulement les meet-up, on va dire États-Unis, Europe, mais dans les autres parties du monde. J'ai envie de dire, ça s'améliore avec le temps. Je pense qu'il y avait eu bien plus d'évangélisme qui a été fait avec Taproot que n'a été fait avec Segwit, et bien plus avec Segwit qui n'a été fait avec Check Sequence Verify et Check Load Time Verify. Et moi, je pense qu'en fait, il faut faire l'effort. En fait, moi, c'est honnêtement l'un des rares trucs avec lesquels je suis pas en accord avec une citation de Satoshi, c'est la fameuse qui dit si tu ne me crois pas ou ne comprends pas, j'ai pas le temps pour toi. C'est un humain et je comprends. Cette citation, elle était utilisée dans le contexte pour dire qu'il n'y avait aucun problème à envoyer un DVD dans la taille des blocs. Mais, oui, non mais les gens l'utilisent dans d'autres contextes et pour justifier de dire qu'ils n'ont pas le temps de débattre. Mais en fait, elle est méga badass, méga stylée. Mais en réalité, si tu recules, en fait, il faut faire cet effort. En fait, on n'a pas le choix. En fait, et c'est pour ça que ça fait de la valeur à Bitcoin. Et en fait, en vrai, pour être honnête, c'est un des trucs que je préfère dans la communauté Bitcoin comparé à Ethereum. Il y a beaucoup plus cette volonté de challenger ce que disent les core devs que sur Ethereum. En fait, le layer social d'Ethereum, il est très très fort au niveau des core devs rechercheurs. Il est objectivement même plus grand en nombre et je ne veux pas dire en qualité, mais il y a beaucoup plus de recherche de brain power sur Ethereum, ça c'est un fait. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que les users sur Bitcoin, vous tous, vous vous souciez des changements sur Bitcoin en moyenne plus que sur Ethereum et vous challengez ce que disent les core devs, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faut forcément nécessairement faire qu'une approche top-bottom, mais si on fait de l'éducation pour que les gens puissent comprendre les enjeux, c'est aussi intéressant. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais. En général, ça se fait sur la confiance des mainteneurs, etc., des top développeurs. Je pense que ça va être de moins en moins vrai parce que Bitcoin devient bien plus économique. Et dans le sens, il y a des très bons devs, ils sont très bons en technique, etc., en système engineering, cryptographie, network, etc. De mon expérience de travailler sur Lightning, si en Lightning tu n'as pas des bases en économie, tu vas avoir très souvent du mal pour le design des proposals. Ouais, c'est un très bon point ce que tu dis. Il y a aussi ici un autre point, c'est que la plupart des développeurs sont européens, américains, ou on va dire qui viennent. Ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes en tant que hardware d'un développeur, enfin d'un utilisateur qui va être dans d'autres pays du monde. Pas la même appréciation des besoins en confidentialité aussi. Moi j'ai une remarque sur ce que tu as dit, Abdel. Déjà, je pense que Ethereum, une raison pour laquelle la communauté donne pas trop son avis sur les upgrades, c'est que moi, tu vois, je suis moins fort techniquement que clairement vous êtes exceptionnel. Mais tu vois, Bitcoin, à l'époque où j'étais à fond dedans, je connaissais tout, je comprenais tout. À l'époque de Segwit, c'est extrêmement simple. Si tu compares aux autres upgrades suivantes, etc., à ce qui se fait sur Ethereum. Ethereum, il y a 1 milliard de trucs, il y a une complexité qui est beaucoup plus grande dans le protocole de base. Complètement. En fait. Ne serait-ce que, enfin, je veux dire, si tu veux comprendre même le langage machine d'Ethereum, faut te taper 200 pages de Yellow Paper. Enfin, tu vois, on est dans un truc extrêmement complexe. Et en fait, il y a un effet Bitcoin, pervers je suis 100% d'accord avec toi. En fait, il y a une sorte d'effet pervers de dire Ethereum, à la différence de Bitcoin, il embrasse le fait d'être pas fini. Et en fait, l'effet pervers, si tu continues, c'est que du coup, tu acceptes les changements avec une certaine fréquence. Et plus tu fais des changements fréquents, moins tu as le temps de faire de l'éducation et d'embarquer des users sur les débats. Donc les users, ils vont se dire, ouais, de toute façon, même si je voulais, j'aurais même pas le temps il me faudrait genre 2 ans pour comprendre un changement qui va avoir lieu en 6 mois. Après, moi, je trouve ça hyper intéressant que justement, il y ait plein d'approches différentes dans des coins différents. Je trouve ça hyper intéressant que Bitcoin fasse le choix de l'ossification, d'avancer ultra doucement. Je n'étais pas d'accord avec ça autrefois, parce que moi, j'étais maximaliste, donc je me disais les évolutions, elles doivent toutes se faire sur Bitcoin. Et aujourd'hui, j'ai évolué de ça, je me dis c'est hyper cool que Ethereum
fasse une approche centrale, où tu vois, on essaye quand même de bien rester décentralisé, de faire des trucs de smart contract, etc. Machin. Puis à côté, tu as des trucs genre Solana où c'est full YOLO, mais qui sont intéressants, je trouve, à explorer dans le spectre de l'exploration de toutes les solutions possibles. Tu vois. 100%, je dis beaucoup à beaucoup de bitcoiners, je leur dis les gars, même si vous chiez sur Ethereum, en fait, il faut le garder. Et en fait, moi, je suis même presque à l'aise à l'idée de se dire que les fameuses personnes qui disent Ethereum est un testnet, mais en fait, c'est pas mauvais. Parce qu'en fait, on a des preuves de ça. C'est-à-dire que Ethereum, qui a d'abord essayé de scaler le layer 1, et après, ça a mis des années. Vous pouvez dire, oui, on l'avait dit depuis le début. OK, soit vous faites des guerres d'ego, soit on fait avancer le schmilblick. En gros, Ethereum a montré, OK, oui, on ne peut pas le faire. On a essayé de le faire, on n'en a pas réussi. Solana l'a fait. Ouais, OK. On adopte une roadmap qui est roll-up centrique. Du coup, Ethereum devient un settlement layer. Bitcoin peut apprendre de ça et lui, il peut leapfrog et passer au next step et devenir un settlement layer pour des roll-up et des vrais layer 2. Et du coup, on apprend. Donc, même si vous n'aimez pas Ethereum, en fait, il faut le garder. Et deuxième chose, comme tu l'as dit, je le dis souvent, c'est pour ça que moi, j'aime les deux et je mets tout le reste à côté et c'est vraiment une poubelle à côté. Mais Ethereum, il faut le protéger aussi pour Bitcoin. C'est un petit peu le petit cousin. Peut-être que tu considères qu'il est... Il va mourir ou il est voué à l'échec, mais en attendant, il te protège contre ton ennemi, tu vois. Parce qu'en fait, si les États-nations se réveillent, c'est plus dur pour eux d'attaquer la combinaison de Bitcoin et Ethereum que Bitcoin tout seul, clairement. Surtout depuis qu'il est passé en Proof of Stake, qui sont si différents, parce que les vecteurs d'attaque pour attaquer les deux en même temps sont plus grands. Donc Bitcoin plus Ethereum est plus fort que Bitcoin tout seul. Et il faut prendre conscience de ça. Donc même rien que pour ça, ça justifie pour moi de continuer la recherche autour d'Ethereum. Et pareil, l'avancée du ZK, c'est, je suis désolé, sans Ethereum, l'état actuel de toute l'industrie du ZK, on ne serait pas là aujourd'hui. La preuve, nous, on en est. La preuve Starkware, sans Ethereum, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce qu'on fait maintenant va bénéficier à Bitcoin. Donc t'es bi-maximaliste, quoi. Bitcoin, exactement. Ethereum, Ouais, le tout à reste, fait. c'est tout des shitcoins. Solana, Starknet, exactement. etc. Mais j'ajoute un point. Maintenant, à un moment, je me suis décrit comme Bitcoin et Ethereum maximaliste. Après, j'ai un peu nuancé en disant Bitcoin et Ethereum minimaliste. Et la différence, c'est que je quand même reconnais qu'il y a de l'innovation technologique dans les autres. Certains L1, par exemple, tu vois, ils font quand même de l'innovation d'un point de vue machine d'exécution, consensus. Ils ne sont pas crédibles en tant que L1 parce qu'ils sont capturés, tout ce que tu veux. Mais par exemple, leurs innovations techniques qui sont objectivement des avancées, je les considère d'un point de vue technique, tu vois. Donc c'est juste ça. Mais après, dans la mission de faire des systèmes décentralisés résistants aux attaques d'État-nation, je considère qu'il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont une chance un jour, avec Bitcoin qui a une chance un peu plus grande. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, on va pas faire Quoi un débat. Est-ce que Dogecoin est vraiment résistant à la censure décentralisée? Moi, je considère que, tu vois, même des trucs comme Dogecoin, ils sont résistants à la censure. Demain, les gouvernements du monde entier veulent faire, on va faire tomber Dogecoin, on va le détruire et tout. Bah, tu peux pas, en fait, quoi. Même si c'est Dogecoin et que c'est une tête de chien à la con, tu vois. C'est quand même résistant à la censure. Donc, je suis pas d'accord de ce délire que seuls Bitcoin et Ethereum ont les propriétés magiques. C'est-à-dire qu'à part des blockchains éclatées, de scams, etc., si tu fais un minimum, un truc décentralisé, bah, ça reste résistant à la censure, même si c'est de la merde, tu vois. C'est comme tout protocole est sécure jusqu'à qu'il est attaqué, quoi. Bah ouais, mais au final, degré, justement, très bon exemple. La plupart des protocoles, même les plus éclatés du monde, ceux qui ont été attaqués et détruits, c'est ceux qui avaient des failles, genre, et par exemple, des mecs qui allaient prendre la même proof of work qu'un autre chaîne. Alors ça, prendre la même proof of work qu'une chaîne qui est plus grosse, c'est comme sauter du 5e étage. Hein. Je veux dire, je sais pas, va bosser dans la coiffure, mais arrête la blockchain. Hein. Eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion. Est-ce qu'on a quelques minutes pour les questions? Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On fera passer un micro. Bonjour, merci pour le débat. J'ai pas forcément très bien compris comment on va donner, on va créer plus d'UTXO avec un layer 2 ou alors il n'y aura pas d'UTXO et comment on va faire en fait pour distribuer 8 milliards d'UTXO en un an. Ouais, ok. Donc non, tu n'as pas plus d'UTXO au niveau du L1 lui-même sur Bitcoin. En fait, c'est juste, tu peux voir ça comme de la compression de l'exécution. En fait, par exemple, si tu utilises des technologies ZK, tu peux faire l'analogie du ZK, c'est le zip. Tu vois, le zip, c'est de la compression de données. Bah, le ZK, c'est de la compression de calcul. Donc en fait, tes transactions, elles vont être off-chain d'un point de vue Bitcoin. Tu vas faire des milliards de transactions. Tu vas générer des preuves que tu vois sur le L1. Mais ça peut être l'envoi de la vérification de la preuve, c'est quelques UTXO seulement. Donc, tu n'as pas un rapport 1-1 entre l'activité que tu as sur le L2 comparé au L1, évidemment, sinon tu ne scalerais pas. Donc, et du coup, c'est le L2 qui paye la sécurité et les frais de transaction aux mineurs à la place des utilisateurs. Dans un monde parfait où tout le monde interagit avec le L2, c'est les L2, les différents L2 qui coexistent, qui payent la sécurité au L1.
Il y a aussi certains covenants qui permettent de partager des UTXO. Par exemple, sur Lightning, ça pourrait même permettre de créer des canaux à plusieurs personnes. Après, plus que deux. les UTXO de L2, il faut quand même être honnête, elles n'ont pas du tout la même valeur que les UTXO de Layer 1. Vous avez une UTXO, vous avez quand vous avez vos bitcoins sur votre ledger sur le Layer 1, vous pouvez l'oublier pendant 15 ans, la retrouver, c'est bon. Quand vous avez une UTXO qui est sur Lightning, que ce soit un provider ou vous-même et tout, c'est quand même une UTXO qui dépend de channel, qui dépend Alors, de conditions, qui dépend pour de plein de Lightning, trucs. oui, Et oui. même pour un autre protocole. Si par exemple, je dis n'importe quoi, on met un Solana en Layer 2, non. ton UTXO, elle dépend de Solana, donc Ah non, c'est pas la même justement, que sur attends, Bitcoin. ça c'est très important, une grosse précision. Si tu as un ZK rollup Tu les vérifies, oui, ok. que tu vas à l'ultime, le step ultime d'un ZK rollup, c'est quoi? Si on veut dire que tu hérites le niveau de sécurité de Bitcoin, ça veut dire que même s'il disparaît, tu es capable de sortir via le L1. Ouais, c'est un Donc peu comme ton les asset preuves. sur le L2, il a la même valeur qu'un vrai Bitcoin, entre guillemets, parce que tu peux faire un force withdraw sur le Bitcoin. Donc personne ne peut te censurer. Et il y aura quand même, je pense, toujours une différence entre les UXO de niveau Oui. 1 et les UXO niveau 2, que ce soit les roll-up, que ce soit les canaux de paiement, que ce soit les piscines de paiement et d'autres concepts qui ont été étudiés par la communauté. Même si tu veux faire un force, sortir unilatéralement de ton roll-up, tu auras toujours besoin de frais de transaction, exactement. annexes pour payer la transition de ton protocole de seconde couche Oui. à ton protocole de première En couche. effet, il y a la question de l'inclusivité. Parce qu'en fait, ça dépend des montants. Mais en fait, si jamais tu as 10 euros en Bitcoin, effectivement, là, peut-être que ça te coûtera plus cher de le forcer à sortir. Mais je te parle, par exemple, sur des montants significatifs. Là, ça sera toujours intéressant de pouvoir sortir à beaucoup moins cher que ce que tu as en valeur. Mais oui, je dis juste qu'en termes de trust assumption, tu en as moins que sur Lightning ou des trucs comme ça. Mais je dis peut-être une connerie, mais quand tu vas mettre les preuves, il y a quand même un organisme, même si vous mettez d'ailleurs, qui contrôle les clés pour aller écrire les preuves des Ah protocoles non, qui vont justement, se poser. tu peux faire un système Ok. où c'est complètement permissionless. N'importe qui est capable de Je faire. maîtrise pas assez pour te contredire. On a encore le temps pour une ou deux questions. Je vois pas de main levée. Ah, si, là. Faille raté. Je pars. Ouais, merci. Merci pour le débat. Et puis c'est bien qu'on ait reparlé de la taille des blocs. Non, c'était un point pour faire plaisir à Amy, justement, et puis pour peut-être faire réfléchir juste un petit peu sur les différentes attaques. C'est que CAT est déjà activé dans deux chaînes que tout le monde adore flinguer, à savoir Bitcoin Cash, donc la chaîne préférée d'Amy, et Bitcoin Craig-Wright Vision. Donc les deux sont déjà... donc CAT est déjà là. Il y a déjà plein de gens qui ont essayé de flinguer ces chaînes depuis... je sais pas, 2018 à peu près. So far, elles sont toujours là, donc peut-être que c'est aussi un argument pour Merci. dire que la Très bon sécurité de CAT est plutôt sympathique. Très bon point. Merci, hein, franchement, j'ai cru que tu allais dire voilà, donc c'est de la merde. De toute façon, pour moi, l'échec de Bitcoin Cash, parce que soyons clairs, les big blockistes, on a perdu à plat de couture. C'est, je sais pas, c'est Tu la vois, France pendant la j'ai, Seconde Guerre mondiale. je pense Ouais. moi, avoir un point de vue différent là-dessus, avoir été, j'étais pas moins actif à l'époque de la discussion des petits blocs et gros blocs. Fondamentalement, on a quand même perdu beaucoup de personnes qui construisent des cas d'usage avec les discussions entre petits blocs et gros blocs. Il y a une différence entre raison technique et résultat pour la communauté, résultat social. Et il faut toujours se poser la question sur, bien entendu, tu peux avoir des activations d'opcode, etc., mais tu as quel coût pour la communauté derrière. Et éviter de nouvelles guerres civiles, c'est pas plus mal. Mais c'est clair que c'était une défaite sociale, parce qu'on s'est splitté en plusieurs. Après, c'est vrai que dans Bitcoin Cash, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de je vais pas dire scam, de mecs mal intentionnés. Voilà, Craig Wright, évidemment, lui, il est top tier scammer, hein, il est dans la team SVF quasiment. Mais c'est très intéressant parce que justement, ce que dit Nicolas Baca, c'est que voilà, c'est des chaînes où il n'y a plus de hashrate, où il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, il y a 20 personnes qui les utilisent avec un subreddit, et pourtant, moi, j'étais fan de Bitcoin Cash. Hein. Et pourtant, ça tourne toujours, ça se fait pas détruire. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir que c'est résilient, même quand finalement, tu vois, c'est-à-dire que la technique derrière, elle fonctionne, parce que c'est la même technique que Bitcoin à peu de choses près. Quoi. Si je peux ajouter, c'est un peu c'est une discussion qui revient assez souvent sur les contrats de second protocole de seconde couche sur Bitcoin. C'est qu'en fait, les protocoles de seconde couche sur Bitcoin n'ont pas atteint le même montant de valeur qu'on peut voir sur les autres crypto-monnaies. Et par contre, les protocoles de seconde couche sur les crypto-monnaies sont attaqués, sont hackés, etc. en permanence. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a une proportion, parce qu'en général, ton niveau de sécurité, c'est beaucoup lié à ton proof of work et au montant d'argent qu'il y a dedans. Sur les chaînes de merde, il n'y a pas grand-chose à prendre aussi. Enfin, tu vois, il y a un niveau de sécurité plus faible. Si tu prends le proof of work de Bitcoin Cash, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais peut-être si on se met tous là, peut-être on arriverait à faire, tu vois, à mettre les moyens financiers pour essayer d'attaquer le protocole.
mais il n'y aurait pas grand-chose à gratter parce que la coin et le prix est éclaté, tu vois. Donc sur Bitcoin, il y a 10 fois plus il y a 1000 fois plus de sécurité, mais il y a 1000 fois plus de valeur aussi à prendre. Petite nuance sur ce que tu viens de dire, il y a quand même des solutions justement qui sont un contre-exemple de ce que tu viens de dire, qui sont battle testées, c'est les L2 sur Ethereum, qui ont des montants de TVL qui sont même plus grands que Lightning. Tu vois. Mais oui, mais on a eu The DAO Hack, on a eu. Mais c'est. Bien sûr, Oui, c'est vrai que c'est des hacks, mais les trucs étaient tellement éclatés à l'époque. Et moi d'ailleurs, tu sais quoi, je croyais pas que sur Ethereum, ils allaient réussir cette promesse de on fait des trucs aussi compliqués que The DAO, il va pas y avoir de bug et ça va marcher. Moi, je suis impressionné d'un point de vue technique, je trouve ça exceptionnel. Alors, c'est peut-être pas le bon endroit pour dire ça, mais ce que les développeurs Ethereum ont réussi à faire, c'est-à-dire que la majorité des trucs qui sont lancés se font pas hacker au bout de 2 jours, quoi. Tout développeur sait que c'est dur de faire un code sans truc. C'est un peu le. Alors, c'est une discussion très technique qu'on n'a pas eue pendant le débat, mais sur certains changements de consensus comme Any Prevout ou Sigash Non Input, pendant des années, les développeurs consensus sur Bitcoin ont eu la question comment créer des primitives d'opcode qui soient faciles à utiliser pour les devs applicatifs, d'une certaine manière qui ne se tirent pas eux-mêmes balle dans le pied. Après, ce qui est difficile, c'est que des fois, si tu le rends plus facile, genre n'importe quel dev JavaScript, il peut te faire un smart contract, tu prends plus de risques de sécurité aussi. Hein. Merci tu à vois, vous tu trois. tu dois un peu voir Bitcoin comme un peu Internet, tu vois. C'est pas le rôle de protocole entre guillemets pour moi, il faut une séparation stricte entre le protocole et les applications qui tournent sur le protocole. Donc, si tu veux avoir la promesse d'être permissionless, bien sûr, tu veux pas que ton protocole ça soit un gruyère, mais tu vois, sinon, tu as une question de crédibilité neutre de ton protocole. S'il peut orienter sur certains trucs, c'est un peu dangereux. Mais bon, il y a un curseur à trouver, c'est pas binaire. Merci à vous trois pour ce débat et merci d'être restés aussi longtemps malgré la pause, pause déjeuner. À plus tard.